La France n'a jamais été promue comme un rêve, elle était vendue comme un contrat. On ne s'enrichit pas rapidement, mais on est en sécurité. C'est la promesse autour de laquelle tant de personnes ont construit leur vie, et pendant longtemps, c'était vrai. Aujourd'hui, les chiffres, vus de l'extérieur, sont encore bons. La France reste l'une des économies les plus fortes d'Europe, mais en dessous de la surface, quelque chose d'étrange se passe. Des personnes avec des emplois convenables, des carrières stables et de longues histoires de travail, se sentant pour la première fois financièrement acculés, non pas à cause de luxe, mais à cause de choses basiques. Le loyer, l'énergie, les assurances, les transports, le revenu réel baisse et de plus en plus de Français admettent qu'ils s'inquiètent de pouvoir joindre les deux bouts. Ce n'est pas de la panique, c'est un signal d'alarme. Et la question que beaucoup de gens se posent discrètement n'est pas si la France est en train d'échouer, mais c'est une question bien plus inconfortable. Pourquoi est-il soudainement devenu si difficile de vivre ici, même quand on a tout fait correctement? Et la réponse commence chez vous. Un appartement de 60 mètres carrés, pas cher, sans belle vue, juste assez d'espace pour deux adultes, une petite table à manger et surtout le sentiment de pouvoir planifier sa vie en France. Beaucoup de gens pensaient mais que c'était un standard de vie normal, ça a du sens, et pendant de nombreuses années, c'était suffisant pour rassurer les gens qu'ils étaient sur la bonne voie. Mais ces dernières années, cette normalité a commencé à s'effacer très discrètement. Depuis 2022, les loyers dans les 8 plus grandes villes de France, Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Nice, Nantes, Bordeaux et Strasbourg, ont augmenté de plus de 40%. Et à Paris et Lyon, certains quartiers ont vu des hausses allant jusqu'à 60%. Ça ressemble à un chiffre économique normal, mais pour les personnes qui travaillent, ça signifie quelque chose de très précis. Vous n'êtes plus au bon point d'entrée sur ce marché. Un ami à moi, 45 ans, qui travaille à temps plein à Paris depuis plus de 10 ans, m'a dit ceci quand son ancien bail a expiré. Ce n'est pas que je n'ai pas assez d'argent, je n'ai juste pas assez de marge de sécurité pour me sentir vivre bien. Paris est un exemple facile à comprendre. Le revenu nécessaire pour pouvoir se permettre une location privée typique est d'environ 80 000 euros par an, tandis que le salaire médian net n'est que d'environ 26 000 euros. Cette différence n'est pas quelque chose qu'on peut combler avec un peu d'effort supplémentaire, c'est un signe que ce marché est allé trop loin devant vos revenus. Et quand le logement absorbe la majeure partie du budget, tout le reste se rétrécit automatiquement. Moins de vacances, moins de shopping, la planification familiale est reportée et l'idée d'accumulation, qui était autrefois le fondement de la vie de la classe moyenne française, a commencé à sembler un luxe. L'OCDE a averti que jusqu'à 40% des ménages en France pourraient finir par dépenser plus de 40% de leurs revenus en loyer. Si vous vivez assez longtemps, vous comprenez que ce chiffre ne vous rend pas pauvre immédiatement, mais il fait que chaque erreur, une facture de chauffage plus élevée, une voiture en panne, quelques semaines de maladie, fait craquer le budget familial. Et ce n'est pas seulement une question de prix en hausse, mais aussi de manque d'offres. La France a un déficit estimé à environ 800 000 logements. Quand il y a une telle pénurie, le logement n'est plus seulement un endroit où vivre. C'est devenu une façon pour la société de catégoriser silencieusement qui a le droit de rester proche du centre et qui est contraint de déménager loin. Ceux qui ont de vieux contrats peuvent maintenir leur position. Quiconque entre sur le nouveau marché doit accepter les nouvelles règles du jeu. Récemment, beaucoup de Français ont dit quelque chose comme « Parfois vous n'avez pas besoin de changer de voiture pour savoir que vous avez été rétrogradé. Il suffit de renouveler votre bail. Je veux vous demander, dans votre ville, quel pourcentage du revenu est considéré comme un loyer raisonnable maintenant et quand avez-vous remarqué le changement? Laissez une ligne dans les commentaires. Nous lisons tout. Si vous avez jamais vécu dans une ville industrielle française, vous comprendrez ce sentiment. Pas une grande ville, pas Paris ou Lyon, mais plutôt des endroits qui gravitent autour d'une usine, constructeurs automobiles, usines de composants, ateliers mécaniques ou les chaînes d'approvisionnement derrière eux. Pendant des décennies,
il y avait un sens français très particulier de la réassurance. On ne s'enrichit pas rapidement, mais si on travaille dur, on peut avoir un emploi stable, une maison et surtout un plan fiable à long terme. Les gens achètent des maisons non pas comme investissement, mais pour une raison très simple. Je travaillerai ici jusqu'à ma retraite. C'est le fondement du modèle français. Le problème est que ce fondement repose presque entièrement sur l'industrie et les exportations. Quand le monde voulait encore acheter des produits français, pièces automobiles pour Renault et Stellantis, aéronautique pour Airbus, biens de luxe, produits agroalimentaires, tout fonctionnait bien. Mais alors que l'économie mondiale a ralenti, la concurrence a augmenté et les coûts énergétiques ont explosé. Cette machine a commencé à tout sauter, pas bruyamment, pas catastrophiquement, mais très réellement. On estime que près de 200 000 emplois en France sont menacés dans les secteurs industriels traditionnels. Pour vous, ce ne sont pas seulement des statistiques, c'est le message dans le groupe de collègues, c'est l'avis affiché à la porte de l'usine, c'est l'expression familière « qui sait ce que l'année prochaine apportera ?» Des emplois qui étaient autrefois considérés comme sûrs, notamment dans l'industrie automobile, Renault à Flins, Stellantis à Sochaux, les équipementiers de la filière commencent à sembler précaires. Tout le monde ne perd pas son emploi, mais beaucoup de personnes perdent leur sentiment de certitude, et quand ce sentiment disparaît, la vie change d'une façon très précise. Vous commencez à réfléchir plus soigneusement avant de dépenser. Vous reportez la rénovation de la maison, reportez le changement de voiture, reportez des plans qui étaient autrefois considérés comme évidents. De plus, il y a les coûts énergétiques. Après les chocs récents, les factures d'électricité et de chauffage ne sont plus une dépense fixe familière, mais quelque chose que les gens doivent vérifier chaque mois. Une enquête montre que 46% des ménages ont dû réduire les dépenses non essentielles juste pour payer l'électricité et le chauffage pendant l'hiver dernier. Pour les travailleurs industriels, cela touche un point sensible. Le sentiment que même si vous continuez à aller au travail chaque matin, maintenez la discipline et contribuez, le sol sous vos pieds n'est plus aussi stable qu'avant. Une remarque sèche et sarcastique, juste une phrase. Avant, les gens regardaient leur montre pour savoir quand finissait le quart. Maintenant, ils vérifient les informations pour voir si leur usine est mentionnée. La question que je veux vous laisser est celle-ci. Quand le revenu n'est plus certain et que le coût de la vie devient de plus en plus imprévisible, comment la société va-t-elle réagir ? Il y a un sentiment très familier si vous vivez en France assez longtemps. Ce n'est pas de la colère, c'est de la fatigue. Des temps d'attente plus longs au guichet administratif, attendre plus longtemps chez le médecin, trouver une place pour mon enfant à la crèche ou dans une bonne école est plus difficile, et tout vient avec la même réponse. Le système est surchargé. Beaucoup de personnes parlent de l'immigration comme si c'était la cause de tous les problèmes, mais si vous regardez de plus près, la vraie histoire ne porte pas sur qui vient, mais sur la capacité de l'État à absorber et la vitesse à laquelle les choses ont poussé au-delà de cette limite. La France se trouve dans une situation paradoxale. D'un côté, elle connaît une émigration croissante de jeunes diplômés vers d'autres pays européens. De l'autre, elle accueille chaque année des centaines de milliers de nouveaux arrivants dont l'intégration reste un processus long et complexe. On estime que la France a besoin d'environ 400 000 immigrants par an pour maintenir son niveau économique face au vieillissement démographique. Pour les gens, ce qui est perdu n'est pas les principes humanitaires, mais plutôt le temps, la fluidité et le sentiment d'équité dans l'accès aux services. L'intégration, on va croire sur le papier, est un processus. Dans la vie réelle, c'est une très longue distance. Un État-providence est toujours un équilibre délicat. Il a bien fonctionné jusqu'à ce que trop de personnes attendent à la fois et que personne ne soit plus certain que la file était juste. La question pour vous est, dans la région où vous vivez, qu'est-ce qui change en premier quand le système est sous pression ? Le logement, les soins de santé ou les écoles ? Il y a un changement qui est très difficile à mesurer numériquement. Mais si vous vivez en France assez longtemps, vous le sentirez. Les gens parlent des moins, non pas parce qu'ils n'ont pas d'opinion, mais parce qu'ils ne sont pas sûrs de comment le dire
où le dire et à qui. Au café du coin, l'histoire s'arrête souvent à mi-chemin. Au travail, les gens changent de sujet plus vite. En ligne, beaucoup de gens lisent seulement, ils n'écrivent pas. Ce n'est pas de la peur dans un sens dramatique, mais c'est une forme très ordinaire d'autocensure. Oh, pourquoi s'embêter à dire quoi que ce soit? C'est juste fatigant. Alors que le coût de la vie augmente et que le sentiment de sécurité vacille, ce dont les gens ont le plus besoin, ce sont des réponses claires. Elles n'ont pas besoin d'être parfaites, juste directes. Mais quand des slogans, des déclarations vagues ou l'évitement du sujet sont utilisés à la place, la réaction humaine naturelle est de devenir sceptique. Des sondages récents montrent qu'un grand pourcentage de Français croient que le leadership actuel manque de la capacité à gouverner et ne fait pas un bon travail. Pour vous, ce n'est pas seulement une question d'aimer ou ne pas aimer quelqu'un. C'est le sentiment de ne plus savoir en qui avoir confiance pour expliquer ce qui se passe autour de vous. La confiance sociale ne disparaît pas dans le bruit, elle disparaît dans le silence. Quand les gens sentent que le système n'écoute pas, ils cessent de s'engager dans un dialogue avec le système. Ils cherchent d'autres voies, pas nécessairement parce qu'ils sont entièrement d'accord, mais au moins parce qu'ils se sentent entendus. Une statistique qui fait réfléchir, les inquiétudes concernant les inégalités et le manque de justice sociale ont considérablement augmenté ces dernières années en France. Qu'est-ce que cela vous dit? Ce n'est pas seulement une inquiétude pour un problème spécifique, mais un manque de patience avec la façon dont le problème est expliqué et géré. Pas besoin de juger bien ou mal, regardez juste le mécanisme. Quand la confiance diminue, la société ne s'effondre pas immédiatement, elle se fragmente. Les gens parlent avec les leurs, écoutent ce qui semble familier, évitent les conversations qui étaient autrefois normales. Une remarque sèche et sarcastique, juste une phrase. Dans un pays célèbre pour son amour du débat, la chose la plus difficile à trouver maintenant est une conversation directe et détendue. Je suis curieux de savoir, choisissez-vous vos mots plus soigneusement qu'il y a quelques années, au travail, en famille ou en ligne? Si oui, vous pouvez laisser une ligne. Pas besoin d'argumenter, juste pour le dossier. Il y a un type français d'impossibilité très particulier, et il ne ressemble pas à un effondrement. Vous allez encore au travail. Les commerces fonctionnent encore, les bureaux sont ouverts, la loi est claire. Le seul problème est que tout est un peu plus difficile. Et ce peu se répète chaque jour jusqu'à ce que vous soyez épuisé sans savoir pourquoi. Vous commencez à le voir dans les petites choses, vous montez dans le train, quittez la ville un moment et Internet disparaît. Certaines personnes le décrivent sans détour. Sur les longs trajets en train en France, vous pouvez ne pas avoir de connexion Internet plus de 50% du temps. Ça ressemble à une commodité, mais c'est clair dans la vie. Vous perdez la capacité de travailler, de planifier et le sentiment de contrôler votre temps. Pour les personnes de plus de 40 ans, la chose la plus ennuyeuse n'est pas le manque de Wi-Fi, mais plutôt le sentiment que le système ne respecte pas le temps. Ensuite, il y a les soins de santé. La France a de bons médecins, tout le monde le sait. Mais si vous êtes une personne ordinaire avec une assurance ordinaire et que vous voulez voir un spécialiste, vous devrez peut-être attendre 3 à 6 mois. Qu'est-ce que vous perdez? Vous perdez votre tranquillité d'esprit, vous perdez la capacité de traiter les choses rapidement, et vous commencez à vivre avec des questions dans la tête plus longtemps que nécessaire. Les transports ne sont pas une catastrophe, c'est juste un genre général de fatigue. Les trains sont souvent en retard. Les retards à la SNCF en 2025 ont atteint des niveaux records sur certaines lignes TER. Réserver des billets proches de la date est cher et les gens se sentent pénalisés pour avoir vécu un peu spontanément. Un billet réservé à l'avance coûte 30 euros. Mais si vous ratez votre train et en achetez un autre le même jour, ça peut monter jusqu'à 150 euros. Qu'est-ce que vous perdez? Vous perdez la flexibilité, la capacité de faire face quand la vie change à la dernière minute. Et la vie à cet âge est sujette aux changements de dernière minute. Et puis, il y a ce qui rend les choses encore plus lourdes, les réglementations et les démarches administratives. Certaines personnes disent qu'en France, même pour faire beaucoup de choses ordinaires, vous avez besoin de paperasse. Rénover un appartement peut prendre des mois à cause des démarches et des autorisations en mairie. Ouvrir une petite entreprise
implique un labyrinthe d'approbation auprès de multiples organismes et toute construction nécessite de multiples permis de plusieurs institutions. Pas besoin d'argumenter bien ou mal, regardez juste les conséquences. Quand tout nécessite des procédures, chaque petit problème prend du temps, chaque petite amélioration est lente. Et finalement, les gens tombent dans un état de tant pis, laissons faire. Une remarque sèche et sarcastique, juste une phrase. La France produit des professionnels exceptionnellement qualifiés qui travaillent dans toute l'Europe. Mais parfois, il faut 20 semaines pour avoir un rendez-vous chez le spécialiste dans votre propre ville. Je voudrais vous poser une question pour lancer une discussion. Qu'est-ce qui vous fatigue le plus, le coût élevé de la vie ou les petites frictions répétitives que vous rencontrez chaque jour? Vous pouvez laisser une ligne. Je lis tout. Si vous regardez l'ensemble du tableau, peut-être que ce qui rend la vie en France si difficile n'est pas un effondrement, mais plutôt une chaîne persistante, répétitive et de plus en plus inévitable de frictions. Ces trois éléments n'existent pas séparément, ils se renforcent mutuellement. Premièrement, le logement. Quand l'offre est presque inélastique, les coûts croissants vont d'abord étrangler la classe moyenne. Les loyers ont augmenté d'environ 40% au niveau national et dans les grandes villes jusqu'à 60% dans certains endroits. Ça ne prend pas seulement de l'argent, ça prend la capacité de planifier. Quand le toit devient fragile, tous les autres plans s'avèrent insuffisants. Deuxièmement, le revenu, le modèle industriel et d'exportation qui apportait autrefois la sécurité est maintenant vulnérable à la concurrence, à l'énergie et aux cycles mondiaux. Le revenu ne s'effondre pas catastrophiquement comme pendant une crise, mais l'instabilité suffit à rendre les gens prudents. La certitude, autrefois une caractéristique de la classe moyenne française, s'amenuise. Troisièmement, la capacité d'absorption du système. La France gère simultanément l'émigration croissante de diplômés vers d'autres pays européens, le besoin d'intégrer de nouveaux arrivants et des systèmes de santé, d'éducation et de protection sociale sous pression. Quand la file s'allonge et que les explications ne peuvent pas suivre, la société n'explose pas, elle se fragmente. Peut-être que la question n'est pas de savoir si la France est bonne ou mauvaise, mais ce qui se passe quand une nation construite sur l'aspiration à la stabilité ne peut plus vendre la stabilité à ses propres citoyens. En entrant dans 2026, la France fait face à un dilemme très réel. Peut-elle être progressivement réformée avec une discipline à l'ancienne ou y aura-t-il un tournant politique parce que la confiance s'est trop érodée? Je n'ai pas de conclusion pour vous et peut-être que personne ne devrait en avoir une. Si vous trouvez que ces analyses reflètent ce que vous vivez, au travail, dans votre quartier ou même au sein de votre propre famille, veuillez laisser une courte pensée. Pas besoin d'argumenter, juste pour le dossier. Si vous souhaitez continuer ces types de conversations lentes, directes et sans slogan, vous abonner à la chaîne est simplement une façon de nous retrouver au prochain épisode. Enfin, une petite note. C'est de l'analyse, pas des conseils. C'est une description des mécanismes, pas un appel à l'action. Chacun a des expériences différentes et ce sont ces différences qui rendent la discussion utile. Nous nous arrêtons ici. Le reste, comme toujours, vous appartient.